Bien, bonsoir à vous tous. Merci d'être aussi nombreux. Bonsoir à Alain Badiou. Merci. Je voudrais d'abord préciser une chose, c'est que le livre dont nous allons parler ce soir, Que pense le poème, ce n'est pas un livre que j'ai écrit. Je le précise parce que des amis m'ont dit l'autre jour, tiens, tu viens d'écrire un nouveau livre. Et je dis non, pas du tout, c'est bien un livre d'Alain Badiou. Simplement, le mélange pouvait venir du fait que, et je le dis là parce que ça explique aussi pourquoi c'est moi qui vais interroger Alain sur ce livre. J'ai écrit d'abord un livre qui s'appelle Pessoa, le passeur métaphysique, ou la poésie comme pensée de la poésie comme pensée, et Affirmation de la poésie, qui a été publié aussi chez Nous, est un livre qui est consacré à ce que j'ai appelé des événements poétiques en tant que ce sont des événements de pensée. Donc le croisement avec Que pense le poème est bien sûr un croisement réel. Peut-être que ce soir, je vais aussi expliquer pourquoi ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, mais bien Alain Badiou. Alors, d'abord, sur la composition du livre, ceux qui l'ont déjà regardé ont pu voir que c'était un recueil de textes qui ont été écrits sur des périodes assez distantes. Les premiers remontent aux années 90 et les derniers sont au contraire de 2011-12, je crois. Alors, du coup, ce qui est important dans ce livre, d'abord, c'est malgré tout le titre, puisque le titre fait l'unité aussi, le titre décide de ce qui met ensemble tous ces textes. Et donc, je voudrais d'abord faire quelques remarques sur le titre du livre et poser des questions en regard de ce titre. Alors, la première remarque, c'est que l'association pensée-poème est malgré tout non triviale, même si beaucoup de questions ont déjà été traitées sur ce rapport entre pensée et poème. C'est non trivial aussi bien du côté des poètes, du moins de certains d'entre eux, et de certains défenseurs de la poésie qui pensent qu'il faut séparer la poésie de la pensée, séparer la poésie de l'abstraction et la ramener tout entière du côté de la sensibilité et de l'affect. Là, dans l'interrogation « Que pense le poème ?», il y a la décision de ne pas séparer le poème de la question de la pensée. Donc ça, c'est une première décision, et c'est une décision qui n'est pas triviale non plus du côté des philosophes, surtout quand on est un philosophe platonicien, puisqu'on peut toujours être soupçonné de considérer que le poème est suspect de propager de la non-pensée. Donc ça, c'est la première remarque, l'association pensée-poème. La deuxième remarque porte sur le caractère verbal de l'énoncé. C'est-à-dire le titre ne dit pas quelle est la pensée du poème, mais bien que pense le poème, ce qui fait du poème par lui-même et une puissance pensante, et non pas le réceptacle d'une pensée que seule une intervention extérieure serait à même soit d'y introduire, soit d'y discerner. Donc ce deuxième point me semble aussi essentiel. Ensuite, je remarque aussi la généricité du mot, le poème. Le poème, c'est toujours une singularité, une existence, et ce n'est pas un régime de discours, c'est-à-dire ce n'est pas que pense la poésie, mais bien que pense le poème. Et si c'était le régime de discours, vous savez qu'il faudrait le décliner en genre, lyrique, épique, didactique, etc. Là, la décision est de parler du poème, je pense, en tant que singularité. Il y a peut-être un énoncé implicite dans cette question qui est que
c'est le poème qui pense et non pas le poète. C'est-à-dire que le poème est le lieu d'énonciation d'une pensée. Et comme le dit Yang Liang très justement, dans le poème, c'est le poème qui écrit le poète et non l'inverse. Ensuite, ma 5e remarque sera sur le point d'interrogation, la forme interrogative, et non pas une simple affirmation, le poème pense. C'est une forme interrogative que je dirais aussi méditative. On peut l'entendre comme une méditation. Que pense le poème ? Ce qui me semble important, c'est que cette question ouvre à l'impossibilité d'une unique réponse à la question posée, c'est-à-dire à la question que pense le poème. Et il me semble entendre aussi quelque chose dans cette question, dans ce titre, qui devient déjà une position, celle du philosophe devant le poème. C'est-à-dire, mais enfin, que pense le poème ? Que peut-il bien penser de différent d'autre que ce que moi, le philosophe, je cherche à penser ? Donc, je voudrais te demander ce que te suggèrent mes remarques sur ce titre, et ma question plus précise porterait sur la question de savoir si tu es d'accord pour écarter l'idée qu'il y aurait à cette question « Que pense le poème ?» une réponse générale et les conséquences qu'on peut tirer de ta réponse à ça. Merci. Oh, merci pour cette question qui est déjà très, très ramifiée et très, très complexe et qui pourrait presque être la question finale, ce qui simplifierait notre labeur. Voilà, je voudrais quand même rappeler que pour moi, la philosophie est sous condition et que elle est sous condition d'un système de procédures dont je considère qu'elles sont toutes des pensées déjà. Donc, l'affirmation que la poésie relève de la pensée est une affirmation qui, effectivement, n'est pas ce qui vient directement dans ce titre, puisque, à mes yeux, la politique est une pensée, tous les arts constituent des pensées, la science est une pensée, et, comme le dit Pessoa, un poète, l'amour lui-même est une pensée. Donc, évidemment, là, nous devons serrer la question sur la singularité de la poésie dans cet ensemble qui est constitutif de la pensée en général et qui détermine en réalité la philosophie elle-même comme pensée, sous le système général de ces conditions. Et alors là, c'est vrai qu'on se heurte à une difficulté particulière, liée probablement, je crois, à ce que la poésie est par excellence l'art du langage, et que, évidemment, le langage est en partage avec la philosophie, et que non seulement elle est un art du langage, mais elle est un art qui, d'une certaine manière, travaille en profondeur, en direction de la ressource inconnue du langage lui-même. C'est-à-dire de ce que, semble-t-il, le langage ne dit pas spontanément, mais que le poète parvient à lui faire dire, précisément en traitant la langue comme le matériau d'un art. Et évidemment, il y a aussi chez le philosophe un effort qui, quoique en direction apparemment opposée, celle de l'abstraction conceptuelle, est du même ordre. Il y a donc, de toute évidence, et c'est ça que Platon désigne comme la querelle ancienne entre philosophie et poésie, il y a, il faut le dire, une rivalité. Il y a une rivalité très ancienne. Et si tout au long de ma vie philosophique, j'ai travaillé à réduire cette rivalité et à proposer à la poésie un traité de paix acceptable, il serait orgueilleux de ma part de considérer que j'y suis entièrement parvenu, naturellement. Et c'est dans cet espace incertain que je disposerai tes questions. C'est-à-dire, premièrement, en effet, il ne s'agit pas de la poésie.
mais de cette unité signifiante, en quelque sorte, qui fait exister la poésie et qui est le poème. Deuxièmement, il ne s'agit pas non plus du sujet de l'art, le poète. Je n'aurais pas eu l'idée d'écrire quelque chose qui s'appellerait « Que pense le poète ?» Ça, c'est vrai. Et ça m'aurait paru une question incongrue. Et par contre, évidemment, la question « Que pense le philosophe ?» est au fond naturelle. Hein. Et deuxièmement, l'interrogation. Que pense ? Donc il est vrai que ce titre retient quand même quelque chose de la vieille histoire de la rivalité, puisqu'il assigne, certes, la pensée au poème, mais il ne l'assigne pas directement à la poésie, il ne l'assigne pas au poète, il l'assigne au poème. Et peut-être le titre précis aurait-il dû être « Que pensent certains poèmes ?» Peut-être on doit admettre qu'il y a des poèmes qui ne pensent rien, comme il y a aussi des philosophies qui ne pensent pas grand-chose sur ce point. Mais effectivement, tout ça récapitule une interrogation véritable qui, au fond, coïncide pour moi avec la question en quel sens des poèmes sont réellement, pour moi, en position de condition de la philosophie. Voilà. Et que cette question, que pense le poème, pourrait s'exprimer aussi, qu'est-ce que le poème, ou certains poèmes, pour qu'ils puissent réellement, et de façon, à mes yeux, tout à fait effective et extrêmement importante, être des conditions de ma pensée philosophique. D'où, je crois que ça répond à peu près au système général de tes questions, le fait que c'est le poème, le fait que c'est une interrogation sur la nature spécifique de la pensée, le fait que c'est une question. Mais je dirais pour conclure quand même que le système de réponse un peu d'ailleurs disparate, légèrement arbitraire que déplie le livre, aboutit bien à la conclusion que je veux quand même affirmer ici, certains poèmes pensent réellement non seulement quelque chose, mais quelque chose de très important. Voilà. Puisque tu parles de cette rivalité entre la philosophie et la poésie, de sa longue histoire, effectivement, je voudrais te poser une deuxième question qui porte sur un énoncé qui est, je crois, dans la préface du livre et dans lequel tu ranges finalement la poésie, y compris les poètes qui t'importent, enfin qui fonctionnent comme condition pour ta philosophie, tu les ranges, non seulement tu les ranges dans les antiphilosophes, dans l'antiphilosophie, aux côtés de Pascal, Rousseau, Kierkegaard, Nietzsche ou Lacan, mais tu dis même que la poésie serait, selon toi, et là tu parles de la poésie et non plus des poèmes, la forme artistique, la forme naïve, sans arrogance, de l'antiphilosophie. Que certains poètes soient purement et simplement indifférents à la philosophie, que d'autres aient trouvé au contraire dans la philosophie un vis-à-vis majeur, il me semble qu'aucun de ces éléments ne permet de passer de là à la déclaration du caractère antiphilosophique par excellence de la poésie. Je pense qu'il ne te viendrait pas, par exemple, à l'esprit de déclarer que la peinture par elle-même est antiphilosophique ou la musique. Alors on retombe sur le point dont tu parlais qui fait le conflit et le partage entre philosophie et poésie, qui est la langue. Mais quand tu décris l'antiphilosophie philosophique, si je puis dire, et non pas l'antiphilosophie poétique, tu le rattaches au fait que ces philosophes, je te cite, troublent l'ordre langagier de la philosophie en direction de la littérature, renoncent à la forme purement systématique de la conviction,
Donc il partage ça avec le mode d'énonciation de la poésie. Mais il me semble que ce qui fait d'eux des antiphilosophes, selon toi, ne se réduit pas à la question de la langue. Ça tient aussi à la position qu'ils occupent du rapport entre l'énoncé philosophique et la vie elle-même. Donc je voudrais davantage d'explications sur le caractère de la poésie comme forme naïve de l'antiphilosophie. Si vous regardez le livre, là, vous trouvez Nous, cet éditeur merveilleux. Il faut aussi remercier pour tout ce qu'il apporte à la poésie. Mais en dessous de Nous, il y a marqué Antiphilosophique Collection. Donc, nos amis Benoît Casas et Patricia Atzei me publient au registre de l'antiphilosophie quand même. Pas moi, hein? Ben, normal. Alors, c'est pour dire qu'il y a réellement une question. Alors, je pense que, effectivement, je l'ai dit dès le début, le fait que tout ça se passe dans l'espace de la langue est la question, mais c'est la question du point de vue de la manière dont un sujet se constitue dans la langue. Ce n'est pas le matériau langagier en tant que tel. Si on s'en tient au matériau langagier comme tel, on n'arrive pas trop à faire la différence, en réalité. Parce qu'après tout, le mythe d'Air l'Arménien, à la fin de la République, le pamphilien, oui, le pamphilien, oui c'est pas comme dans les poèmes de Mandelstam. Air le pamphilien, c'est une sorte de poème en prose, de toute évidence. Autrement dit, l'usage de l'image, l'usage du rythme, de quelque manière qu'on examine tout ça, on peut parfaitement le trouver dans des textes philosophiques. Donc ce n'est pas le matériau de la langue, c'est la position subjective au regard de la langue. Et là, je dirais ceci. Le poète, au fond, est celui qui, pour parler, ne s'autorise absolument que de lui-même. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, là, le poème n'a pas à rendre compte, dans ce qu'il profère, du système des raisons pour lesquelles il se croit autorisé de le dire. C'est-à-dire, d'une certaine manière, le rapport entre énonciation et énoncé, dans la poésie, est un rapport particulièrement serré. D'une certaine façon, l'énoncé poétique prend en charge sa propre énonciation. Je dirais même qu'une partie de la poésie, c'est de faire entendre l'énonciation dans l'énoncé. C'est de faire entendre la vibration subjective de celui qui profère dans ce qui est proféré. Et cela même, et peut-être surtout quand le poète déclare que non, que le poète est absenté, comme fait Mallarmé. Le poème a lieu tout seul, dit Mallarmé. Enfin, quand on lit un poème de Mallarmé, on n'a pas l'impression que ça a eu lieu tout seul, évidemment. On a au contraire l'impression d'une présence particulièrement intense de celui qui a construit et architecturé tout ça. Donc, voilà. Alors, le philosophe, s'il n'est pas antiphilosophe, évidemment, si c'est comme Nietzsche, ça peut être l'évocation des grandes fontaines sous la lune, etc. Et ça peut être aussi, comme le dit Nietzsche lui-même, que ce qui est mis en scène dans la tragédie philosophique, c'est Nietzsche. Nietzsche comme personne de la philosophie elle-même. Mais ça c'est antiphilosophique, justement. Mais si on prend la philosophie dans sa longue tradition, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle est constamment en train d'être obligée de légitimer ce qu'elle est en train de dire. Et une bonne partie de son discours ne consiste pas à énoncer quelque chose en prenant le risque de l'énoncer, mais à énoncer quelque chose avec au contraire une prudence extrême qui consiste à faire en sorte que normalement quiconque lit cela doit en être convaincu. Alors ils n'y parviennent généralement pas, naturellement, mais c'est quand même la loi du genre. Et c'est la loi du genre de manière essentielle, parce que la philosophie est née sous cet impératif. Elle est née sous l'impératif qu'on allait parler, non pas parce qu'on était qui on était, c'est-à-dire un roi, un prophète, un devin, quelqu'un d'inspiré ou quelqu'un qui est au pouvoir, mais qu'on allait dire ce qu'on dit parce que
tout lecteur sera en état de vérifier qu'on avait réellement le droit de dire cela. Et que ça, c'est la question de l'argumentation. C'est la question du système des preuves, des argumentations. Et le discours philosophique, même quand il est en apparence tout à fait délivré du modèle mathématique et démonstratif au sens strict, n'en est pas moins hanté par cette conviction que le discours philosophique doit se légitimer de l'intérieur de sa profération et que, en réalité, dès qu'il est admis ou reçu parce que son auteur est un tel ou un tel, on sort de la philosophie proprement dite. On passe dans le discours du maître, mais en son mauvais sens. Alors là, je pense qu'il y a une différence quand même tout à fait essentielle, qui n'empêche pas qu'il y ait des inclinaisons philosophiques de la poésie et des inclinaisons poétiques de la philosophie, effectivement, dans les détails. Mais fondamentalement, il y a dans la poésie un dire qui ne s'autorise que de lui-même, qui est un dire libéré, au sens d'ailleurs de Lacan, finalement, parler en ne s'autorisant que de soi-même, comme le psychanalyste, dit-il, qui, lui, ne s'autorise que de lui-même. Et ça, c'est la poésie, tandis que la philosophie, c'est un discours extraordinairement prudent, qui, d'une certaine façon, ne s'autorise que du système des légitimations qu'il est capable de donner à son discours de l'intérieur du discours lui-même, avec comme idéal, un idéal qui est quand même celui de la science, à savoir que la collectivité de ceux qui vont lire ce texte pourront le discuter, le critiquer ou l'approuver en tant qu'il est ce qu'il est, le texte, absolument indépendamment de celui qui l'a produit. Voilà. Mais sur ce dernier point, on ne peut pas non plus renvoyer le fait que les poètes s'autorisent d'eux-mêmes à la position du roi ou du prêtre, même s'il y a eu tout un courant de la poésie qui portait cette vision des choses. C'est une forte tentation. Hein. C'est une forte tentation, mais elle n'est pas, à mon avis, dans la conjoncture d'aujourd'hui, ça n'est pas le danger principal, loin de là. Ça n'est pas même la caractéristique principale, parce que, par exemple, tu insistes beaucoup sur le fait que le propre de la poésie, ce serait de, je te cite là aussi, charmer les contemporains bien plus assurément que l'impavide cheminement des preuves philosophiques dont tu viens de parler. Mais tu insistes aussi sur un point qui est un point, alors là, des temps actuels, qui est que la poésie s'éloigne de nous, dans la mesure où, précisément, le poème, en tant qu'il interrompt la communication, en tant qu'il est qu'il est un dire, justement, qui ne tire son autorité que de lui-même, est aujourd'hui un dire violemment en rupture, violemment éloigné du monde tel qu'il est. Et donc, je serais tentée, moi, de rappeler que la poésie aujourd'hui ne charme pas les contemporains. Toi-même, quand tu lis Lire dur, tu dis c'est un texte abrupt, dur, qui surprend de façon extrême, ce qui est un éloge. Mais tu relèves la difficulté, non pas le charme immédiat. Et il me semble que la poésie est peut-être encore plus encore que la philosophie aujourd'hui, séparée du monde tel qu'il est, et encerclée, en rupture profonde avec tout le régime des discours dominants. À ce titre, il me semble, et c'est malgré tout ce que tu fais aussi, elle devrait être identifiée par la philosophie comme une amie et une alliée, bien plus que comme un dispositif hostile et concurrent. Je pense que de ce point de vue-là, la situation est quand même extrêmement... C'est la situation de notre temps. Elle est très différente de ce qu'était le rôle central d'Homère dans l'éducation pour Platon et le fait qu'il pouvait, à juste titre, penser qu'il fallait combattre les idées propagées par cette poésie. Aujourd'hui, il me semble qu'éduquer à la poésie, à sa lecture, est une vraie tâche et une vraie exigence dans le monde actuel. Alors là, je suis entièrement d'accord, je renchérirais même. Parce que, évidemment, le traquenard auquel la philosophie est exposée dans sa conviction que son dire doit pouvoir être examiné en quelque sorte en dehors de la décision subjective de le dire,
Le traquenard, c'est qu'elle devienne une propagande de l'idéologie dominante, une propagande abstraite de l'idéologie dominante. C'était évidemment à quoi elle a toujours été exposée, mais tout singulièrement aujourd'hui, notamment à travers l'entreprise chez nous de ce qui s'est appelé les nouveaux philosophes, qui n'étant ni nouveaux ni philosophes d'ailleurs, mais prétendant l'être, se glissait justement dans le fait qu'une certaine forme de justification de l'ordre établi, de répétition de la domination dans ses figures verbales, etc., pouvait passer pour de la philosophie pour la raison que j'ai dite. C'est évidemment, quelqu'un peut croire qu'il est en état de juger et d'approuver un texte philosophique si ce texte philosophique n'est que l'écho sonore et pseudo-conceptuel de ce qui déjà est établi comme l'idée dominante. Alors, je reconnais que ça, c'est des dérapages philosophiques tout à fait possibles, y compris quelquefois à l'intérieur d'œuvres philosophiques qui, par ailleurs, ont une grandeur véritable. Alors, évidemment, là, je citais les exemples les plus décadents, si je puis dire, mais dans la grandeur de la philosophie, on peut trouver des choses comme ça. Après tout, même chez Descartes, on peut trouver des éloges respectueux de la monarchie absolue, ou des choses comme ça, dont la valeur philosophique n'est tout de même pas intense, et dont la valeur poétique est très faible. Donc, le partage que je proposais est générique, et là, il admet en effet des objections. C'est tout à fait vrai que sur ce point, à partir de la fin du XIXe siècle, je pense, et jusqu'à une date difficile à fixer, il y a eu une période où, à raison de ce que tu rappelles, c'est-à-dire à raison de la capacité de la poésie, quand elle est grande, de marquer une rupture subjective avec l'état du monde, a, en un certain sens, été comme un double mystérieux de la philosophie, voire même l'a remplacé. J'ai proposé qu'il y ait eu, dans l'histoire humaine occidentale en tout cas, une période que j'ai appelée l'âge des poètes. Et cet âge des poètes, je reconnais évidemment que là, la philosophie a été, dans ses déficiences, dans ses insuffisances, dans sa démagogie ou dans son errance, a été à l'école et devait être à l'école de ce qu'il y a eu chez certains poètes d'ailleurs pas forcément dominants eux-mêmes, poètes qui pouvaient être des poètes réfugiés eux-mêmes dans des avant-gardes spécifiques, mais néanmoins pu être à l'école des poètes de ce point de vue-là, y compris donc sur le rapport entre énoncé et énonciation, c'est-à-dire y compris dans le rapport. Alors, de ce point de vue-là, je te l'accorderai tout à fait, mais je pense que ça, quand ça se produit, c'est le signe d'une crise de la philosophie tout de même. C'est-à-dire que c'est un signe du fait que ce qui, dans la philosophie, est une prétention à l'universalité discursive, indépendante de la subjectivation, ou tentant d'être indépendante de la subjectivation, a été détournée et corrompue par le fait que ça peut être confondu, en effet, avec le fait que la philosophie ne fait que justifier les figures dominantes de l'ordre établi, et qu'à ce moment-là, il faut bien le dire, le poète qui arrive à arracher à lui-même quelque chose de différent, ce qui, à mon avis, a été le cas de Mallarmé et de Rimbaud en France dès la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a été sans doute déjà signifié par Hölderlin avant et qui continue à l'être à certains égards aujourd'hui. Dans ce cas, je n'ai plus, je dois le dire, qu'à m'incliner devant la poésie et me mettre à son école, ce qui est tout de même aussi un des thèmes de ce livre. Je voulais justement revenir sur cette catégorie de l'âge des poètes. Bon, tu as précisé, y compris dans ce texte, le caractère intra-philosophique de la catégorie, le fait qu'il ne s'agit pas d'une catégorie immanente à la poésie elle-même, ni à son histoire propre, que ce n'est pas non plus une catégorie esthétique ou un jugement de goût sur ces poètes. C'est une catégorie philosophique qui en fait se prononce, tu viens de le dire, sur un nœud
un nouage du poème et de la philosophie, visible du point de la philosophie elle-même, comme quelque chose qui arrive à la philosophie et dont, au fond, l'œuvre de certains poètes témoigne. On pourrait le dire comme ça aussi. Et tu soutiens que l'âge des poètes a désigné pour toi, de l'intérieur de la philosophie, une situation dans laquelle celle-ci est suturée à une de ces conditions. Soit à la science, ce qui est dans les formes du positivisme et des doctrines du progrès, soit à la politique en tant que suturée à des philosophies politiques révolutionnaires. Et tu écris justement dans ce texte que dans ces conditions qui sont celles de la suturation de la philosophie, le poème peut assumer dans la pensée des opérations laissées vacantes par la philosophie. Alors, d'abord, il me semble que c'est reconnaître aussi l'importance décisive pour la poésie de l'existence de la philosophie. Je veux dire qu'il y a à la fois conflit, mais il y a aussi quelque chose qui dessine un espace commun. Les poètes ont aussi besoin de la philosophie, et c'est ce qu'un certain nombre d'entre eux affirment. Parmi justement les poètes que tu cites dans l'âge des poètes, Pessoa ne dit pas autre chose. Pessoa était même convaincu que sans grande philosophie, il ne pouvait pas exister de poésie. Avant l'invention hétéronyme, il avait le sentiment que la poésie était en impasse, faute de philosophie. Mandelstam, dans ses réflexions sur la poésie, fait état du caractère dévasté de la pensée par la corruption et l'asservissement scientiste de la philosophie. Stevens, c'est quand même le poète qui énonce qu'il faut concevoir la poésie au moins comme l'égale de la philosophie, et qui rapporte ça à l'idée que la philosophie serait quelque chose comme la conception officielle de l'être, tandis que la poésie serait la conception non officielle de l'être. Mais tous, et de même, je pense aussi au poète Meng Long, dont j'ai parlé dans Affirmation de la poésie, ces poètes chinois des années 80 en Chine, qui déclarent la poésie et la philosophie des poètes dans un moment où précisément fait défaut toute figure philosophique indépendante en Chine. Donc ça, je voulais rappeler ça parce que cette longue séquence qui commence avec Hölderlin et qui s'achèverait avec Celan est une séquence qui a vu aussi du côté de la poésie un jugement porté sur les faiblesses ou l'absence de la philosophie. Donc ce n'est pas simplement de ton côté qu'il y a ce rapport aux poètes. Les poètes eux-mêmes ont été parfaitement conscients des manques comme ça, ou des trous laissés par la philosophie. Alors ma question portera sur les deux bornes, sur les deux poètes qui bornent cet âge. Sur Celan d'abord. Celan, on sait que c'est la rencontre impossible avec Heidegger. Donc là, la philosophie et la poésie se croisent, et en même temps, la Coula-Barthes a longuement commenté ce qui s'était effondré pour Celan dans le mutisme de Heidegger sur l'extermination. Donc ma question sur Celan, ça serait qu'est-ce qui se redresse ou se réouvre ensuite dans les rapports entre philosophie et poésie qui fait que ta vision des choses est que cet âge se clôt avec Celan. Ça, c'est la question sur Celan. Je te poserai après celle sur Hölderlin. Oui, en ce qui concerne cet épisode presque mythique de la rencontre de Celan et de Heidegger, qui peut être comme une espèce d'allégorie presque picturale, comme ça, dans les cabanes de montagne, de la rencontre du très, très grand poète et du philosophe. Ce qui se joue, je crois, est en effet très complexe pour la raison suivante. C'est que Heidegger est un des poètes, un des philosophes qui a accordé le plus d'importance à la poésie en apparence.
Donc, c'est un de ceux qui a validé, d'une certaine manière, qu'il y avait eu un âge des poètes dans son dispositif propre, puisque Heidegger considère que l'essentiel de la philosophie occidentale s'est installé dans un oubli de sa mission primordiale, puisqu'elle est installée sur l'arrière-plan de l'oubli de l'être, et que ce sont les poètes, en tant que bergers de l'être, qui ont, si je puis dire, gardé le sens dans le moment même où la philosophie était défaillante à le conserver. Et c'est une des raisons pour lesquelles Heidegger a exercé une certaine attraction quand même sur les poètes, spécialement en France d'ailleurs. Il l'a exercé parce que d'une certaine façon, il leur a grandement passé la main dans le dos. Il leur a dit, vous, poètes, vous avez, contrairement aux philosophes et aux métaphysiciens qui ont pendant des siècles égaré l'être du côté de l'étang suprême métaphysique, vous avez, vous, dans votre pratique poétique, conservé une espèce de primordialité comme ça essentielle. Donc la rencontre, justement la rencontre spécifique et cruciale du probablement le plus grand poète qui émerge, le plus grand poète de langue allemande, qui émerge de l'horreur de la guerre mondiale et de Heidegger est un fiasco, ce qui en réalité procède à une dénonciation de la position de Heidegger. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette flatterie adressée au poète ne survit pas à l'historicité réelle de la situation, ni même à la capacité de Heidegger à reconnaître dans son interlocuteur qu'il est le porteur par excellence du poème dans le moment historique en question. Et donc c'est là, d'une certaine manière, que se libère, d'une part, la poésie de cette espèce de sacralisation heideggerienne qui, en réalité, s'avère fallacieuse dans ses fondements ultimes, et que, d'autre part, est ainsi ouverte la possibilité que la philosophie, partant d'une certaine façon d'une autre vision de la poésie que celle qu'imposait Heidegger, renoue avec sa légitimité propre. C'est pour ça que je mets Celan dans une espèce de césure essentielle sur les deux bords qui sont d'une certaine façon la manifestation de l'ouverture d'une possibilité poétique neuve et de l'autre le discrédit quand même d'une position de suture entre la suture proprement philosophique entre la philosophie et la poésie. Après quoi, par conséquent, à mon sens, s'ouvre une autre époque que je pense devoir être et être, celle d'une pacification décisive du rapport entre poésie et philosophie, naturellement. Je suis heureuse de t'entendre dire ce que tu viens de dire sur le caractère discréditant de la position d'Heidegger sur la poésie dans son ensemble au regard de ce qu'a été la rencontre avec Celan. Et d'autant plus que je pense pour ma part qu'il a fait le plus grand tort à un autre poète qui est pour moi un poète essentiel, à savoir Hölderlin. Et que d'un côté, on peut dire qu'il l'a mis sur la scène du monde, il l'a présenté à tous comme un immense poète, mais de l'autre, il l'a aussi emprisonné et soustrait à toute lecture authentique de ce qu'est l'œuvre de Hölderlin. Donc, c'est pour ça que je voulais te poser la question sur Hölderlin en second. La question serait la suivante. Lakula Barthes, encore lui qui s'est justement intéressé beaucoup à ces questions de la poésie et de la philosophie aussi, a longuement scruté la position de Hölderlin en regard de la conjoncture philosophique contemporaine du poète, à savoir la constitution du grand idéalisme allemand. Et il proposait dans un très beau texte de caractériser la position de Hölderlin par rapport à l'idéalisme allemand, dans ces termes, une césure du spéculatif.
Je pense pour ma part que la distance de Hölderlin avec l'idéalisme allemand est plus profonde encore que celle que la Barthes indiquait, et que son œuvre poétique est en fait solitairement, très solitairement, à la recherche d'un lieu de pensée absolument distinct des pensées philosophiques qui, dans le même temps, entre autres celle de Hegel bien sûr, travaillent à inscrire le bilan de la Révolution française dans les figures de la dialectique historique et de l'État, et de la position centrale de la figure de l'État. En ce sens, je pense que Hölderlin est à la fois à côté, et c'est pour ça aussi qu'il finira sa vie absolument séparé de ses premiers amis, qui ne l'ont jamais revu finalement, à côté, mais aussi en avant de ses amis philosophiques, et c'est pourquoi il est encore à lire et encore crucial pour nous. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce que toi-même, le fait d'inclure Hölderlin dans l'âge des poètes touche à ces questions, à ce point? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que je considère, c'est qu'il y a chez Hölderlin quelque chose, en effet, qui outrepasse le contexte général de l'idéalisme allemand. Il faut quand même bien voir que si on considère l'histoire de la philosophie d'un peu haut, comme ça, entre les derniers mouvements de l'idéalisme allemand et, disons, la naissance de la phénoménologie avec Husserl et aussi d'un vitalisme rénové avec Nietzsche puis Bergson, il y a une lacune philosophique importante. Et que le 19e n'est quand même pas un siècle éclatant du point de vue de la philosophie, passé naturellement le moment philosophique allemand. Il faudra attendre un moment philosophique franco-allemand beaucoup plus tard. Et je pense qu'Hölderlin est quand même un peu le prophète poétique de cela. C'est-à-dire il sent bien que l'idéalisme allemand ne fournira pas ce dont l'époque a besoin véritablement. Parce que l'idéalisme allemand va, en effet, je suis entièrement d'accord avec toi, projeter les leçons de la Révolution française dans, finalement, l'abstraction du monarque hegelien et du bon État, de la figure du bon État. Alors qu'il y a chez Hölderlin quelque chose d'infiniment plus aigu là-dessus, qui est au contraire l'idée d'une configuration de la collectivité affirmative et différente et située à distance de l'État en réalité. Donc là, en ce sens, je pense que c'est absolument vrai que Hölderlin ouvre l'âge des poètes. Il ouvre l'âge des poètes au sens où je l'ai dit. C'est-à-dire que l'errance de la philosophie au XIXe siècle, c'est soit une suture positiviste à la science. C'est pour ça qu'après tout, le plus grand philosophe français du XIXe siècle, il faut bien dire que c'est Auguste Comte. C'est le positivisme. Il n'y a pas de rival véritable. Soit ça d'un côté, soit de l'autre, avec les philosophies spontanées ou élaborées de la Révolution, une suture de la philosophie à la politique. Et donc, comme ni l'une ni l'autre ne libère la philosophie, qui doit pour moi toujours prendre en considération l'ensemble de ces conditions, et ne se suturer à aucune en particulier, et qu'elle doit être dans l'espace constitué par science, art, politique et amour dans son ensemble, Hölderlin est le prophète de cette insuffisance et ouvre en effet l'âge des poètes. Voilà. Je dirais pas le prophèt, mais je dirais l'annonciateur, oui, parce que oui, le prophète fait un peu religieux. Et c'est surtout très éloigné du mode sur lequel, justement, Hölderlin essaie d'inscrire et de faire entendre dans ses poèmes la nécessaire fidélité à ce qu'il y a eu de plus grand, soit dans la Grèce ancienne, soit dans la Révolution française. Dans la Révolution elle-même, oui. Oui. Et d'ailleurs, ça me permettrait de revenir à une autre question que je voulais te poser avant et que j'ai sautée. Parce que c'est dans l'être et l'événement, je crois que Hölderlin est déjà présent
y compris précisément pour ponctuer la question de l'événement, si j'ai bonne mémoire, il me semble. Et c'est la question qui s'enchaîne pour moi avec ça, c'est la suivante. Dans Que pense le poème, tu disais, tu écrivais, Platon bannissait le poème parce qu'il soupçonnait que la pensée politique ne peut être pensée de la pensée. Nous accueillerons à nouveau le poème parce qu'il nous évite de supposer qu'on puisse remplacer la singularité d'une pensée par la pensée de cette pensée. Et tu développes des choses que je crois tout à fait importantes sur comment le poème pense. Là, ce n'est plus que pense le poème, mais comment il pense. Et en particulier, il y a tout un texte où tu distingues entre pensée et connaissance, en indiquant que connaissance, c'est toujours connaissance de quelque chose, connaissance d'un objet, et que le cœur de l'expérience poétique comme expérience de pensée, c'est au contraire d'accéder à une affirmation d'être, je te cite là, qui ne se dispose pas comme une appréhension d'objet. Et tu dis, le poème y parvient par deux opérations contraires, la soustraction et la dissémination. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est la proposition que tu fais sur ce que c'est que l'expérience poétique. Et en fait, tu le contrastes avec ce que tu appelles aussi l'expérience philosophique, dont tu dis que, alors que le poème ne traverse pas, qu'il est intégralement affirmatif, qu'il se tient sur le seuil de ce qui est, retirant ou dispersant les objets qui l'encombrent. Au contraire, l'expérience philosophique, comme expérience de pensée, c'est une expérience de traversée. Et je trouvais ça très... j'aurais aimé que tu le développes un peu plus, d'autant que ensuite, dans un texte très dense, comme ça, que je trouve très beau, qui est au milieu du livre, « Philosophie et poésie au point de l'innommable », tu dis aussi que l'opposition entre la dianoia, comme la pensée qui traverse, justement, la pensée qui va à travers, et le poème comme affirmation qui ne va pas à travers, mais qui se tient sur le seuil, tu dis ça, en vérité, dans la période moderne, ce n'est pas une opposition absolument tenable, et tu réinscris tout ça sous la question de puissance, impuissance, vérité. Donc, ce que je trouve, ce qui m'intéresse beaucoup là, c'est la question de l'expérience en tant que telle, l'expérience philosophique et l'expérience poétique en tant qu'expérience de pensée, toutes les deux. Oui, alors ça c'est un point tout à fait essentiel parce que il y a toute une tradition qui en réalité qui est véhiculée aussi beaucoup par l'enseignement sous sa forme stéréotypée, qui est que le cœur de l'expérience philosophique, c'est d'être une expérience critique. C'est au fond un lieu commun très installé, très établi, au point même que souvent on en conclura que le meilleur résultat que puisse obtenir la philosophie, c'est un état de doute, de doute critique, faisant finalement du philosophe quelqu'un qui se méfie de tout, voilà, et qui est très en garde contre tout ce qui arrive, ne s'engage qu'avec précaution. Finalement, c'est un peu le philosophe au sens de la poésie d'Horace. Mieux vaut se retirer à la campagne, à tout prendre. Et ça, c'est tout de même une tradition vraiment. Et alors, évidemment, ça qualifie l'expérience philosophique comme une expérience négative de manière essentielle. Alors, la traversée, là, c'est la traversée des illusions fallacieuses. C'est l'idée que la philosophie, c'est d'abord ce qui donne des instruments pour se défaire de l'ensemble des illusions fallacieuses, des emballements faux, des dogmatismes survivants, aussi, spécialement à partir du XVIIIe siècle, des fables religieuses, etc. Dès le début, d'ailleurs, c'est une
c'est une inspiration qu'après tout, on peut trouver chez Socrate. Quand Socrate déclare « la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », il va en réalité s'installer dans la critique de ce qu'il y a à partir de ce rien, justement. De même, le doute cartésien, après tout, c'est une opération du même ordre. C'est-à-dire on s'installe dans le rien, je ne connais rien, je ne sais rien, et puis du point de vue du rien, on examine ce qu'il y a. Et on s'aperçoit à ce moment-là que peu de choses résistent, que si on part du rien, beaucoup de choses sont déjà rien, en effet. Et cette traversée à partir du rien, c'est un peu ça dont tu parles. C'est-à-dire le côté... Alors, et ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, la poésie, en tant que telle, n'est pas une opération critique. Elle ne peut pas être présentée comme telle. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des résultats critiques de la poésie d'une certaine manière. Mais ça, c'est dans le système des effets qu'elle produit. Mais la poésie, en tant que telle, elle est toujours affirmative dans son essence parce que précisément, elle est une profération qui, ne s'autorisant que d'elle-même, n'a pas à traverser négativement quelque chose venu de l'extérieur pour se constituer dans son affirmation propre. Donc, il y a un élément d'affirmation originaire qui évite les simulacres quand même de négativité que la philosophie déploie très souvent en réfutant tout un ensemble de choses, généralement d'ailleurs en réalité indifférentes, que la poésie, comme telle, ne prend pas en considération, tout simplement. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Et de ce point de vue-là, il y a une différence majeure entre l'expérience philosophique qui, d'une certaine manière, ne peut pas complètement éviter cette dimension critique, puisqu'elle doit établir que, justement, elle s'expose à la légitimation générale. On revient à ce que je disais tout au début. Et en tant qu'elle s'expose à une légitimation générale, évidemment, elle doit prendre garde à ce qui est lieu commun, chose partagée, sophisme, faux discours, etc. Il y a un aspect de la philosophie qui est la réfutation des faux discours, ou, comme diraient les marxistes, la réfutation des idéologies dominantes. Voilà. Alors cet aspect-là, ça n'intéresse pas la poésie, parce que la poésie, je pense, en réalité, elle coupe court, elle coupe droit vers l'affirmation qui lui paraît essentielle, et cette droiture est la droiture de son rythme, de son assertion, de sa pulsation essentielle. La manière dont la seule chose qu'elle traverse, c'est la langue. En réalité, c'est ça. Et elle traverse la langue, mais pas pour faire dire à la langue des chicaneries critiques, mais pour faire dire à la langue l'essentialité, c'est-à-dire ce que apparemment on ne pouvait pas dire. De ce point de vue-là, je le dis d'ailleurs, la poésie, c'est la réfutation en acte de la phrase célèbre de Wittgenstein, selon laquelle ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. S'il y a quelque chose que fait la poésie, c'est précisément de dire, pas du tout, ce dont on ne peut pas parler, c'est ce dont je vais parler, justement. C'est ce que je vais arriver à dire, parce que si on ne peut pas le dire, c'est simplement que la langue n'a pas été travaillée comme il convenait, de façon à pouvoir le dire. Et la poésie, c'est la réfutation en acte de Wittgenstein, ce dont il aurait convenu d'ailleurs peut-être par ailleurs, parce que il compensait ça par le fait qu'il y avait quand même un accès alors mystique et de l'ordre de l'art et de la musique finalement à ce qui ne pouvait pas être dit. Et là on retombe sur le fait que la poésie, justement, elle ne prétend pas immédiatement substituer au langage et aux capacités du langage d'autres ressources, comme le font la peinture, la musique, les ressources du visible, les ressources du son. Non, la poésie, c'est cet art qui se tient au langage, mais qui prétend cependant, et qui affirme, pouvoir faire dire au langage ce qui ne paraît pas, en réalité, être dissible. Et le forcer, en quelque manière, par la traversée poétique de la langue, de dire l'innommable lui-même. Ça, c'est pour ça que je soutenais tout à l'heure que l'exercice de lire les poètes aujourd'hui, de lire des poèmes, est un exercice qui, à mon sens, a une valeur aussi intense que la philosophie elle-même, que l'exercice de la philosophie elle-même. Parce que
c'est quand même du côté de ce rapport-là à la langue que se trouve aussi la précision de la pensée quand il s'agit de nommer quelque chose jusque-là innommable et qu'il faut faire surgir comme un événement dans la langue. Quand même. Donc ça, le fait qu'aujourd'hui la poésie soit en partie retirée, insuffisamment lue, insuffisamment aimée, insuffisamment connue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un trésor de pensée justement gigantesque, c'est très dommageable. Je pense que c'est pour ça que j'en appelais tout à l'heure à l'alliance entre la philosophie et la poésie aujourd'hui, parce que c'est crucial à mon avis. Oui, je voulais juste faire une remarque en passant. Souvenons-nous toujours que d'une certaine façon, en dépit de l'atmosphère de rivalité dont on parle là depuis un moment, et qui a été inventée par Platon, philosophie et poésie ne sont pas du tout sur la même ligne en réalité. C'est-à-dire qu'il serait absurde de dire qu'il existe un choix entre poésie et philosophie dans la conception que j'en ai, puisque au contraire, j'affirme que la philosophie est sous condition de la poésie. Pas seulement de la poésie, mais bien évidemment, quiconque s'abstient d'entrer en relation avec la poésie contemporaine, etc., est en train de s'absenter d'une des conditions fondamentales de la philosophie. Il ne pourra pas remplacer cela par la philosophie, puisque la philosophie véritable enregistre comme condition la poésie, y compris la poésie la plus contemporaine. Et on pourrait dire la même chose, là, des autres conditions, naturellement. Et la philosophie n'est en rivalité avec personne. Ça, c'est un point très important. Et c'est pour ça qu'on peut s'en passer aussi, d'ailleurs. On peut s'en passer, elle n'est en rivalité avec personne. Finalement, elle n'aura été dans l'histoire en rivalité véritable qu'avec la religion. Et encore là, disons-le, c'est quand même la science qui a fait le gros du travail. On a tout à l'heure parlé contre Heidegger. Est-ce que, en même temps, ton livre a ceci de précieux qu'il précise aussi l'analyse des déplacements que Heidegger a opéré dans le rapport philosophie et poème. Tu en as dit un mot tout à l'heure. Et il indique aussi les limites de ces déplacements. Donc si je résume tes thèses là-dessus, tu dis Heidegger a soustrait le poème au savoir philosophique pour le rendre à la vérité. Donc il est entré dans une critique radicale de tout rapport esthétique à la poésie. Il a aussi soutenu que la philosophie doit s'exposer au poème et penser pour son propre compte les opérations par lesquelles le poème prend date d'une vérité du temps. Ces limites, tu les as dites aussi tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la restauration de l'autorité sacrale de la profération poétique. Et aussi, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je te posais la question du début sur la réponse générale à que pense le poème, c'est aussi quand même l'assignation de la poésie, en l'occurrence principalement Hölderlin, mais à une note qui est que la poésie, c'est le refuge de l'être, en effet, en tant qu'être. Donc quelque chose qui va enfermer le poème dans une nomination qui est très loin d'épuiser la variété et l'extraordinaire intensité de tout ce que les poèmes sont à même de proposer ou de penser. Est-ce que tu veux revenir sur ce point ? Oui, j'y reviendrai simplement très rapidement en disant une chose. Je suis d'accord avec toi que d'une certaine façon, Heidegger a enfermé la poésie dans une cage philosophique tout de même. Alors il l'a fait en disant qu'il le sortait de la cage métaphysique. Mais il l'a mis dans la cage ontologique qui était la sienne. C'est-à-dire il l'a mis dans sa propre pensée de l'être et il l'a enfermé là. Alors moi j'ai ouvert la cage, j'ai sorti délicatement l'oiseau poésie, je l'ai lancé en l'air et j'ai enfermé la mathématique dans la cage. Voilà. Et au fond, les mathématiques sont beaucoup plus à l'aise dans une cage que les oiseaux du poème. Et ça, c'est en réalité une opération tout à fait essentielle parce que d'abord, elle rend raison de la contemporanéité historique des mathématiques et de la philosophie. Elle rend raison aussi de
du fait que les mathématiques sont le paradigme même du discours qui n'existe qu'autant qu'il est validé par quiconque s'y introduit. C'est-à-dire que si une preuve, c'est une preuve, voilà, c'est comme ça. Et ça a hanté la philosophie, notamment toute la philosophie classique, pendant des siècles et des siècles. Elle essayait de faire la même chose, malgré tout. Descartes, Spinoza, tout ça, c'est des gens qui essaient de mathématiser la philosophie, et pour des raisons qui sont essentielles. On revient là encore au début, parce que la philosophie existe pour autant qu'elle essaie de tenir un discours qui, finalement, doit être validé par son lecteur dans les opérations qui sont les siennes. Donc c'est ça. Moi, je crois en effet qu'il y avait un enfermement comme ça, heideggerien du poème, à ses propres fins. Et que ça se voit par le fait que son maniement des poèmes, et notamment de ceux d'Hölderlin, est extrêmement restreint en réalité. C'est-à-dire il n'ouvre jamais sa pensée à la totalité d'un poème de Heidegger, mais même pas d'Hölderlin, même pas un paragraphe, même pas un fragment. Et ça, c'est parce qu'en effet, c'est un enfermement. Et derrière, il y a le débat sur qu'est-ce que c'est en définitive que la possibilité d'une pensée de l'être. Alors là, d'une certaine manière, on a parlé d'un ensemble de textes qui sont des textes où la question des rapports de la poésie et de la philosophie sont débattus, sont travaillés par toi. Ensuite, il y a un ensemble d'autres textes dans le livre, 5 textes, je crois, qui se suivent, qui sont un texte sur Stevens, un texte sur Caïro, un texte sur Pasolini, un texte sur Philippe Beck et un texte sur les poètes du communisme, ce que tu as appelé les poètes du communisme. Alors ces textes ont un autre statut, au sens où ce sont vraiment des textes dans lesquels, au fond, le philosophe cherche dans le poème une orientation. Par exemple, sur Stevens, Stevens te sert à réfléchir la question de la guerre et la question du soldat, comme succédant à la question du guerrier et puis la question de ce qui vient après la figure du soldat. Et tu dis dans ce texte, comme souvent, la poésie anticipe et éclaire la subjectivité politique. C'est pourquoi je vais prendre ici appui sur elle. Donc là, par exemple, dans ce texte, tu soutiens que, enfin, je ne sais pas que tu soutiens, tu fais, pour penser une question philosophique, tu penses avec le poème, à partir de lui. C'est la même chose à propos de Caïro. À propos de Caïro, que tu déclares un anti-philosophe patenté. En effet, Caïro a quand même écrit « Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbre, il n'y a que des idées ». Mais ce qui est très curieux dans ton texte sur Caïro, quand on le lit de près, c'est que ton objection de philosophe au poète est la suivante. Je vous la donne. Qu'y a-t-il dans le poème de Caïro qui soit autre chose qu'une vision des choses hors du temps et de l'espace, et donc vision d'une identité pure, rebelle au prédicat, plus intense que toute pensée possible de la présence, et donc semblable à la contemplation des idées pour Platon. Mais dans ce cas, Caïro n'est pas un antiphilosophe. Il se livre à un exercice qui est proprement, qui met en valeur quelque chose qui est aussi en partage avec la philosophie. Oui, mais c'est un trompeur. C'est comme si tu lui reprochais de ne pas être assez poète. Oui, mais c'est vrai. C'est-à-dire, il nous annonce ceci, qu'il va faire poème, il va nous montrer dans sa poésie, admirable. Hein, en réalité, je pense que c'est un très grand poète. Ce sont des chicanes à la lisière de la poésie et de la philosophie. Il nous annonce que les catégories de la métaphysique, ça n'existe pas. C'est ça son propos.
C'est-à-dire, il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'être en tant qu'être, il n'y a rien de ce genre, il n'y a même pas des choses, au sens... oui, il y a des choses, mais quand il dit il y a des choses, il prend soin de se dire, non, il n'y a pas en réalité des choses, il y a des poires et des pommes. Et même, il n'y a pas des poires et des pommes, il y a 7 pommes, finalement, et rien d'autre. Donc il nous dit qu'il va faire la poésie de ça, quand même. Et puis quand on regarde de près, ce n'est pas la poésie de ça qu'il fait, c'est une poésie qui en réalité est catégorielle, et tout simplement parce que nommer 7 pommes, c'est pratiquement impossible. Le peintre peut le faire, mais le poète, très difficilement. Il peut louer la pomme, il peut louer une certaine catégorie de pommes, mais 7 pommes, ça, je crois que Caïro montre que ça n'est pas du registre du poème. Et pourquoi ? Parce que c'est du registre des arts qui ne sont plus dans la médiation du langage. Voilà. C'est-à-dire que si on veut restituer la présence absolument singulière, eh bien, de quelque chose, sa singularité en tant que telle, dont Caïro prétend qu'il n'y a que ça, que le reste, ça n'existe pas, eh bien, il faut abandonner le langage. Et il le démontre, Caïro. Il le démontre parce qu'en fin de compte, c'est bien vrai que quand il parle, il va dire il n'y a que le vent, il n'y a que les pommes, il n'y a que les arbres, etc. Mais il ne va pas dire, il ne va pas parvenir jusqu'à nous dire, nous convaincre qu'il y a 7 arbres. Et ça, si vous essayez de faire un poème en disant il y a 7 arbres, eh ben vous aurez fait du vrai Caïro. Mais c'est pas facile. Ou du Ponge. C'est pas facile. Ou du Ponge, parce que les pommes, c'est plutôt Ponge que Caïro. Caïro, c'est les pierres, c'est la... Les pommes, il n'y a pas de pommes chez lui, aucune pomme. Il y a la rivière, il y a le vent. Oui, il y a des rivières, il y a des gens. C'est encore plus platonicien. Oui, c'est ce que je te dis. Ponge est un effort plus radical dans ce sens-là, je suis d'accord. Oui, mais donc c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que les énoncés majeurs de Caïro, c'est une pierre est une pierre. Elle n'est rien d'autre que cela, en effet. Oui, mais dire qu'une pierre est une pierre et qu'elle n'est rien d'autre que cela, c'est dire qu'elle est que ça se dit de cette pierre, qu'elle n'est rien d'autre qu'être une pierre. Et si ce n'est pas le cas, si toute pierre n'est rien d'autre qu'une pierre, il n'y a que des pierres. Ça, c'est exactement ce qu'il dit. Et oui, il n'y a que des pierres, mais il n'y a pas... alors, le D, le pluriel, n'est pas à sa place. Oui, mais il dit aussi il n'y a que des arbres et pas de rangées d'arbres. En effet, il critique le pluriel, ça, absolument. Bon, mais là, c'est une discussion... C'est une discussion sur ce que sont les idées de Platon. Oui, et les idées de Caïro. Voilà. Moi, ma thèse, c'est que c'est la même chose. Mais alors, pourquoi tu lui reproches dans ce cas ? Mais oui, je le lui reproche. Je le lui reproche parce que qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, je vais faire de la métaphysique sans métaphysique. Hein, c'est ça, son programme. Caïro. Métaphysique sans métaphysique. Et moi, je dis, il fait une magnifique métaphysique avec métaphysique. Je regrette que Caïro ne soit pas là. Vous y trouverez certainement des artifices de défense fortement poétisés devant lesquels je succomberai immédiatement. Alors, donc ça, c'était le texte sur Caïro. Ensuite, il y a le texte sur Pasolini. C'est un texte où tu cherches à déchiffrer le rapport de la jeunesse au nihilisme dans une figure qui est une figure que Pasolini caractérise magnifiquement quand il écrit « La haine fait place à l'amour de la haine ». Et en fait, ton texte, on peut dire que c'est une longue discussion de ce vers. Le texte sur Philippe Beck est un très long texte. Et je pense qu'on peut faire ressortir de ce que tu dis de ce texte 2 choses. D'abord, ta méthode de lecture. Tu dis que tu as essayé de... Là, tu travailles sur un recueil entier, hein, sur Lire dur, qui est un livre sur l'amour, sur la femme aimée. Et tu dis, j'ai essayé de rester très proche de ce texte pour passer au milieu de l'alternative entre séparation vis-à-vis du poème et incorporation directe à la philosophie. Donc ça, c'est la manière dont tu as travaillé.
La deuxième chose que je trouve importante, c'est que tu signales au fond que l'effet de ce texte sur toi, l'effet de cette lecture, c'est la suivante. Une orientation immanente, interne, invinciblement expérimentée ou éprouvée quand on lit le poème. Et tu dis, c'est une expérience poétique remarquable dont la signification excède le poème et qui touche au besoin d'une orientation intrinsèque et non pas finalisée. Donc là, ce que tu rencontres dans la poésie de Philippe Becq, dans ce livre, c'est cette idée d'une orientation non finalisée, mais immanente. C'est-à-dire que toute, à échelle de ce livre, c'est cette vision de ce qui est aujourd'hui la question de l'orientation qui, au fond, émerge pour toi comme une question pour la philosophie. Est-ce que tu veux en dire quelque chose ? Oui, une des caractérisations que je donne de notre temps, c'est que c'est un temps désorienté. C'est un temps désorienté au sens où il y a une difficulté extrême pour quiconque de considérer ce que pourrait être hors les mécanismes immédiats de la circulation qui régissent ce monde, ce que pourrait être une orientation effective de l'existence. Dire une orientation à partir de laquelle quelque chose comme un sens et un intérêt aussi, pas seulement momentané, circulant, attaché à tel ou tel objet, mais surplombant tout ça, pourrait être construit. Et en ce sens, je pense qu'on est dans un temps désorienté, et je pense que la jeunesse en particulier est frappée de plein fouet par cela, et qu'elle vit presque partout dans une sorte d'errance qui peut être calmée par l'arrivisme, c'est une manière de le faire, c'est-à-dire par le fait, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est trouver une bonne place, c'est-à-dire à s'inscrire soi-même comme un agent monétaire, finalement, de la circulation, soit en s'exposant alors à un nihilisme pur et simple, qui est, puisqu'il n'y a pas d'orientation, seul compte l'immédiat, et je vais me consumer dans l'immédiat. Voilà. Alors, ça, je rappelais simplement ça de façon très générale, et je suis sensible à l'idée que peut-être la poésie contemporaine, sous diverses formes, contribue à maintenir, à tenir dans la langue l'idée qu'une orientation est nécessaire ou qu'une orientation est possible. Je crois que c'est une vocation de la poésie depuis toujours de proposer par en dessous la diversité des expériences ce que c'est qu'une orientation de l'existence. Un poète exemplaire de ça, c'est Rimbaud, qu'on présente souvent comme multiforme, qui se présente lui-même d'ailleurs comme j'ai tout expérimenté. Mais en réalité, on sent très bien qu'il a tout expérimenté sous la loi implacable de chercher où était une orientation tenable, et largement sa poésie est une chronique de cela. Une saison en enfer, en particulier, c'est une chronique de la succession des tentatives de construire une orientation. Alors, je notais à propos de Philippe Becq qu'il y a un moment où la question de l'orientation est interne à l'entreprise politique elle-même. C'est-à-dire que non seulement il s'agit de proférer ou de dire ou d'illustrer ou d'expérimenter qu'une orientation est possible, mais il faut que la langue elle-même porte cette orientation. Et que c'est ce que j'ai éprouvé en lisant ce recueil, c'est-à-dire que sur des questions diverses, mais aimantées par la question de l'amour, en réalité, aimantées par la question de l'amour, le recueil construit progressivement une sorte de solide orientation de la langue, quelque chose comme un tramé qui a la solidité du fer, d'une certaine façon, et un tramé, évidemment, dans lequel on avance avec des complexités, mais quelque chose qui fait que là est vrai, mais au sens de l'orientation,
ce que dit Mallarmé quand il dit que le poème a lieu sans auteur. Mallarmé dit à propos du poème « fait étant, il a lieu tout seul ». Il a lieu tout seul, bon, c'est pas tout à fait vrai. Mais je vois bien ce qu'il veut dire. Et dans la densité, comme ça, des opérations du poème de Beck, et sous la condition de l'amour, malgré tout, qui opère intérieurement, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que le sentiment que finalement, on est, lisant ce texte, on est à l'intérieur de ce que c'est qu'une orientation. Et ça, c'est un don extrêmement précieux dans le monde contemporain. C'est pour ça que j'enchaînais Pasolini et le thème de la désorientation absolue de la jeunesse, et puis la possibilité que de l'intérieur d'un livre qui est, lui, un livre sur l'amour, quelque chose comme une orientation, une capacité d'orientation soit sentie, éprouvée et affirmée. Alors ensuite, il y a l'ensemble des poèmes que tu as rassemblés sous l'intitulé suivant, enfin c'est la dernière phrase du texte, mais je propose de la prendre en premier, qui est « Il y a une preuve du communisme par le poème », ce qui est un très bel énoncé, qui prouve qu'il y a donc des preuves par le poème et pas simplement des preuves par la philosophie. Peut-être même le contraire. Peut-être des preuves par le poème et aucune preuve par la philosophie. Et ce que j'aimais beaucoup aussi et dont j'aurais voulu que tu dises éventuellement un mot, c'est le fait qu'à l'intérieur de ces poètes qui sont tous rassemblés par leur rapport à la guerre d'Espagne, tu cites à un moment donné un poème de Brecht et un poème qui dit quelque chose avec quoi je suis profondément d'accord, qui est l'idée que le communisme, c'est la solution moyenne. Ce n'est pas un extrémisme, c'est quelque chose qui est comme l'épopée de l'exigence minimale, de ce qui n'est jamais extrême ni monstrueux. Et donc je voudrais que tu fasses éventuellement un lien entre la preuve du communisme par le poème et cette idée du communisme qui est celle de Brecht dans ce poème. Oui, et qui est celle de Brecht et à mon avis, en vérité, celle de tous les poètes en question. Simplement, Brecht le dit avec son espèce d'assurance ironique personnelle. Ils vont dire le communisme, vous savez, c'est jamais autre chose que la solution moyenne. Il faut être Brecht pour dire ça, pour inventer de dire ça, tout simplement. Mais en réalité, si on regarde les autres, ce qui est très frappant, c'est que, en dépit du caractère extérieurement épique de certains de ces poèmes, d'ailleurs, malgré tout, se référant à la levée populaire, au combat, aux morts, à la guerre, malgré tout, ce sont des poèmes sur la guerre d'Espagne, le héros poétique véritable est l'homme ordinaire, absolument. C'est-à-dire le héros véritable, c'est... et on voit que c'est parce que la situation est celle, extérieurement et historiquement, d'une épopée sanglante et terrible, perdue, défaite, que ce que le poète discerne là-dedans, c'est la fraternité avec l'homme ordinaire. L'homme ordinaire saisit sans doute dans cette tâche épique qui est devenue la sienne, mais qui est ce dont le poème peut faire l'éloge absolu. Et alors, ça, c'est très frappant si on lit cette collection de poèmes. Que ce soit Valliero, Éluard, Brecht, bon, qui le dit explicitement, finalement, Nazım Hikmet, poète turc qui fait un poème admirable en décrivant la manière dont on peut penser une sentinelle quelconque perdue dans la neige, là, qui développe l'ampleur du poème à partir de cette figure, c'est que tous ces poèmes sont
sont au fond établir une proximité, une intimité avec cette singularité ordinaire, cette singularité banale dont en réalité se construit le mouvement général, et qui coïncide avec l'idée que ce ne sont pas non plus des surhommes, ce sont pas des surhommes, ce sont aussi en un certain sens des hommes moyens, comme l'ensemble, comme ce qui les réunit sera nommé par Brecht la solution moyenne. Et c'est pour ça que là, c'est vrai que la poésie n'est pas en train de faire l'éloge extérieur d'un dispositif étatico-politique établi. C'est ça qui est admirable. C'est pas une poésie de cour, quoi. C'est pas une poésie pour chanter la grandeur de Staline, ni même la grandeur du communisme, finalement. C'est une poésie qui, à propos de ce déploiement très singulier qu'a été la guerre d'Espagne et de ce qu'elle a figuré, et de la manière dont elle a été aussi une défaite catastrophique, on peut couper vers les agents subjectifs véritables de toute cette entreprise et s'apercevoir que ce que le poème peut en dire, c'est la grandeur de la figure humaine ordinaire dans sa levée, dans sa surrection. Et ça, sans doute, alors là, vraiment, je pense que seul le poème peut faire ça. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que ce sont vraiment des poètes du communisme, là, ils disent quelque chose qui éclaire ce qu'a été l'audience pour des millions de gens du communisme. C'est ça qui l'éclaire, et qui n'est absolument pas réductible, ni même absolument homogène à la grande vision extérieure, étatisée, emblématisée, etc. Et là, le poème coupe vers l'essentielle singularité de tout ça. Mais il est possible que, parce qu'en t'écoutant, je me disais que c'était aussi un trait de Hölderlin, oui, de prendre la grande question de ce dont l'homme est capable, de sa capacité à vivre sur la terre comme des dieux, comme il le dit à propos des Grecs, mais de le prendre pas sous l'angle de l'héroïsme d'une élite ou d'une figure qui soit une figure de la guerre, mais une figure qui soit toujours, dont la mesure soit l'homme ordinaire. Et y compris dans les derniers poèmes, dans les poèmes qu'on appelle les poèmes de la folie, il y a cette espèce que je trouve, moi, complètement homogène au reste de l'œuvre de Hölderlin, il y a cette espèce de retour complètement pacifié, à la fois au déroulement des saisons, mais aussi au déroulement de ce que c'est que la vie d'un homme ordinaire. Et en même temps, elle est la mesure de tout. Donc, en t'écoutant, je me disais qu'il y avait une arche possible entre ces poètes et Hölderlin. Mais de même que Mandelstam aussi, on peut dire que sa position dans la Russie stalinienne, c'est pas la position du dissident, justement, c'est la position qui consiste à adopter le point de vue qu'il est là pour tout homme ordinaire. Absolument. C'est particulièrement vrai dans tous les poèmes écrits à Voronezh. Donc ça, c'est aussi un point là qui me vient, que le lien entre la poésie et la poésie du XXe siècle, disons, et d'aujourd'hui, et la question de l'homme ordinaire. Peut-être que, justement, alors qu'au XIXe siècle, il y a eu une certaine posture prophétique, justement, avec l'idée que le poète était le législateur secret du monde, etc., au XXe siècle, et en regard des échéances historiques de ce qui a eu lieu, la poésie se tourne au contraire du côté de la parole, en tant qu'elle est la parole des hommes. Partagée. Oui, la parole partagée, la parole de tous. Je pense même à un très beau poème de Rainer Kunze, qui est un poète d'Allemagne de l'Est, qui a dû s'exiler, dans lequel il dit, le début d'un poème, c'est « Nous voulions être comme des objets de terre, nous voulions appartenir aux tables simples ». Et c'est une espèce comme ça d'énoncé qui résume cette idée du rapport entre la poésie
et l'homme ordinaire, justement. Alors ensuite, le dernier texte du livre, c'est un entretien avec Charles Ramond. C'est un interlocuteur un peu sceptique, je dirais, dans ces questions. Un bon interlocuteur. Oui, mais bon, c'est un bon interlocuteur, mais je trouve qu'il n'est pas seulement sceptique en regard de ce que tu dis, quand tu dis que les poètes qui t'ont intéressé, ce sont ceux qui t'éduquent dans ce vers quoi la philosophie doit tendre, doit rester tendue, et qui est, je crois, l'accueil de l'imprévisible. Tu dis aussi, cette poésie m'aide à rester vigilant vis-à-vis de ce qui apparaît en tant qu'il apparaît, vis-à-vis de ce qui vient. Et ton interlocuteur objecte que, en fait, tu utilises un peu les poèmes comme des paraboles christiques, je crois que c'est son expression, et qu'au fond, tu pourrais énoncer tout ça simplement, conceptuellement, et que au fond, tu capterais à ton profit la séduction du poème. Je trouve que c'est... D'abord, ça signifie que c'est une manière de considérer la poésie comme quantité négligeable, quand même, puisqu'elle peut être utilisée comme illustration. Et en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit comme ça que tu travailles avec la poésie. Donc, est-ce que tu peux éclairer ce point ? Oui, c'est-à-dire que je dirais que c'est une conception qu'on pourrait dire ornementale de la poésie. C'est-à-dire la poésie comme la dimension ornementale de la langue, finalement, comme ce qui, dans la langue, peut servir à séduire. Ça, ce serait retourner à une partie du procès platonicien, malgré tout. Parce que Platon dit quelque chose comme ça. Il dit la poésie, il faut se souvenir qu'il parle surtout de la poésie dramatique. Hein. C'est que le procès platonicien est un procès de la poésie, mais de la poésie en tant que théâtre aussi. Hein. C'est les grands tragiques, quand même, avec Homère. Alors, ce que Platon dit, c'est que la poésie, elle est dangereuse parce qu'en réalité, elle développe les affects. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a une influence directe sur les affects. Et que cette influence est incontrôlée et que, comme telle, la philosophie doit s'en méfier. Et au fond, cette idée que la poésie est à la fois ornementale et purement sensible, partagée par mon interlocuteur, et qui dit que finalement, oui, finalement, si je mets des poèmes, si je cite des poèmes, si je conclus très souvent ce que je dis par de la poésie, c'est parce que ça titille l'affect des auditeurs. Voilà. Alors qu'évidemment, les constructions mathématico-conceptuelles, ça les titille moins. Voilà. Alors, à tort, à mon avis. Mais c'est comme ça. Et donc, on pourrait imaginer que... Alors, je crois que c'est un procès inexact. Vous voudrez me défendre. Comme tout procès inexact, il n'est pas complètement inexact. C'est-à-dire que c'est bien évident, il y a des fois où je suis tout de même très content de trouver deux vers magnifiques pour conclure quelque chose. Et après tout, pourquoi pas, hein. Là, je me défendrai en disant, ben oui, ben parfaitement, bien sûr. Hein. Plutôt que de terminer par une phrase abstraite, un peu inepte, qui fait que répéter ce qui a été dit, ben on rehausse ça avec un poème auquel on fait dire à peu près la même chose, quoi, dans une figure quand même, en réalité, plus forte. Mais ça, c'est vrai, mais ça, c'est comme si on faisait le procès uniquement de la rhétorique de la chose et pas de sa pensée. Du point de vue de la pensée, non. Ça, je pense que je travaille vraiment avec les poèmes. Je travaille vraiment avec les poèmes et que je m'en instruis moi-même d'abord, que les poèmes comme tout le monde peut le voir, que les poèmes que j'ai traversés là, ils ont leur singularité, c'est pas n'importe quoi, c'est pas la poésie en général, c'est même pas exactement la poésie dominante, en fait, c'est un recueil tout à fait personnel, finalement, de poètes variés, venant souvent d'ailleurs de langues qui ne sont pas la langue française, et c'est vraiment quelque chose sous la condition de quoi je me mets. Ça, je reviens à ce thème fondamental. C'est-à-dire que toute une partie des idées que j'essaie de déployer et d'argumenter, en effet, parce que
on est dans le champ de la philosophie, ont été instruites, prononcées, remaniées, expérimentées, de toute façon, dans la lecture des poèmes. Alors, il y a d'autres conditions. C'est comme les expériences politiques, c'est pas non plus des choses qui sont réductibles à la philosophie ou qui sont ornementales, etc. Les expériences amoureuses non plus, et les schèmes mathématiques non plus. Tout ça, c'est le matériau, c'est l'horizon, véritablement, sur lequel j'essaie d'édifier l'orientation en tant qu'elle est philosophiquement nommée. Et donc, je rends hommage à la poésie en lui conférant, en effet, un statut qui est qu'elle légitime par elle-même la question que pense le poème. Question qui affirme en réalité que le poème pense quelque chose. Voilà. Et qui, par conséquent, éloigne absolument la poésie d'être simplement une sorte de décor ou de chanson de la langue. Bon, ça, elle me demande si on doit arrêter. C'est toi qui présides, hein, moi. Non, parce que j'ai une autre... Bon, tu dis justement dans la réponse à ton interlocuteur sceptique, tu dis « La poésie a anticipé certains développements philosophiques » et tu ajoutes « J'ai réellement le sentiment d'un retard global de la philosophie sur la poésie ». Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Oui, alors ça c'est absolument vrai, ça peut servir de conclusion en effet. C'est vrai que je pense qu'il s'est prononcé en poésie en un certain sens dans une première scansion, malgré tout depuis l'âge des poètes, c'est-à-dire depuis Hölderlin, puis Mallarmé et Rimbaud, puis Trakl, puis Valero, puis Mandelstam, puis Celan. Il s'est prononcé quelque chose dont je ne voyais pas que ça ait été prononcé avec une intensité vraiment déchiffrable dans la philosophie. Et je pense que ce n'est que tardivement que la philosophie a pris conscience que quelque chose comme une mutation s'était produite dans la poésie qui était quand même d'une grande intensité. Et ça, je crois que c'est incontestable et que ce retard demeure, il n'est pas comblé. Mais ce n'est pas le seul retard. Je pense que, de manière générale, je suis frappé par le fait que la philosophie est en partie en retard sur le système de ses conditions. Je crois qu'on peut l'établir aussi par rapport aux développements les plus récents, enfin les plus récents, à échelle de 50 ans ou un peu plus, les derniers développements dans les mathématiques. Je pense que la philosophie est en retard par rapport à ça. Je pense qu'elle est aussi en retard par rapport aux inventions de la poésie contemporaine. Je voulais, de ce point de vue-là, te remercier aussi pour ce livre, parce que je me souviens que le recueil qui avait été réalisé à l'issue d'un séminaire de Rancière sous le titre « La politique des poètes » avait eu une grande importance, y compris pour les poètes, justement. Et je pense que les interventions philosophiques novatrices sur la poésie sont aujourd'hui quelque chose de très important pour la poésie elle-même. Donc, moi, je te remercie pour ce livre, en tout cas. Et j'ai trouvé dans ton livre une maxime qui pourrait être la maxime de l'Alliance. Tu écris « Luttons en reconnaissant la tâche commune qui est de penser ce qui fut impensable, de dire l'impossible à dire. » Merci. Voilà.